tantôt, substance blanche, grise, pour les différentes parties des hémisphères cérébraux. Donc, la grise au niveau du cortex, au contour de l'encéphale, du cerveau, en fait. Substance blanche au centre. C'est surtout les noyaux basaux que je vais vous montrer. Donc, je l'ai dit en mots, mais c'est pas évident. Beaucoup plus facile de voir ici en termes visuels. Donc, souvenez-vous, substance blanche au centre, avec les différents types d'axones qui passent de part et d'autre. Par exemple, les commissurales ici qui passent... quand je vous parlais du corps calé, on le voit très bien ici, là, les axones comme ça qui traversent les deux hémisphères comme ça. Et maintenant, dans la substance blanche, vous remarquez que c'est pas blanc partout. Par exemple, ici, j'ai une espèce de petite tache grise de ce côté-ci. J'en ai une autre comme ça ici. J'en ai d'autres ici. Donc, en fait, ils sont disséminés comme ça, les noyaux basaux, un peu partout au centre du cerveau. Alors, c'est blanc partout, mais il y a comme à certains endroits des espèces d'amas de corps cellulaires comme ça qui forment des espèces de taches. Et c'est ça, les noyaux basaux. Il y en a plusieurs, différentes fonctions. J'ai un peu parlé des cases striées, mais on verra ceux qui sont les plus importants pour nous tantôt. Mais au moins, je voulais vous montrer la localisation anatomique. Alors, c'est vrai que la substance grise normalement est autour, mais exceptionnellement, les noyaux basaux se disséminent comme ça au niveau de la substance blanche. Et évidemment, c'est de la grise, donc c'est des corps cellulaires, fonction d'analyse, d'intégration. Alors, bien que majoritairement la substance blanche ait une fonction de conduction, exceptionnellement, dans ces noyaux basaux-là, on a quand même des fonctions d'intégration qui est généralement associée à la substance grise du cortex cérébral. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif de la matière. En fait, je vais vous montrer un peu les fonctions des différentes aires que je parlais tantôt. Donc, j'ai été de façon très générale, les sensitives, associatives, motrices. Et comment je vais travailler à partir de maintenant, c'est que je vais commencer par vous parler de tous les aires sensitives. Une fois que ça sera expliqué, on passe aux aires associatives. Et pour terminer les hémisphères cérébraux, je vais finir avec les aires motrices. Donc, en termes d'aires sensitives, les principales qu'on va voir, nous autres ici, donc on les a encadrées ici en bleu, puis la prochaine diapo, j'ai comme une diapo résumée qui résume l'essentiel de la fonction de ces aires-là. Donc, première des choses, exemple, je commence par l'aire visuelle primaire. On voit, je l'ai un peu mentionné tantôt, on voit qu'il y a deux aires, les aires visuelles primaires, et on a l'aire visuelle aussi associative. Là, je n'en parle pas de l'associative pour l'instant parce que, justement, elle fait partie des associatives. Nous, on va parler juste des aires sensitives ou, si vous préférez, des aires sensitives primaires. Donc, les premières qui interviennent dans l'analyse d'un stimulus, exemple. Un stimulus visuel, auditif ou peu importe. Et les principales aires, en fait, sont pas mal, ceux qui sont encadrés, en fait, sont associés aux 5 sens, ou en tout cas, les principaux stimuli associés aux sens. Donc, visuel, auditif, olfactif pour l'odorat, gustatif pour le goût, puis le somesthésique qui, lui, associé au toucher, mais également va participer à l'interprétation des signaux, des stimuli douloureux, la douleur, et aussi les différentes sensations de température chaud-froid, exemple. Donc, l'aire somesthésique, elle est spécialisée dans plusieurs fonctions, en fait. Donc, on va voir ça en détail. Deuxième chose, là, vous me demandez souvent, ouais, mais là, est-ce qu'il faut savoir à quel lobe elles appartiennent? Mais en fait, oui, mais vous le savez déjà. Si vous avez remarqué dans la capsule, j'ai commencé par vous dire quoi en premier lieu? Je vous ai parlé des grandes régions du cerveau. Donc, normalement, vous savez maintenant que le lobe frontal est en avant, occipital en arrière, pariétal coincant entre les deux, comme on a déjà vu, temporal sur le côté, puis l'insulaire qui est caché ici, mais on ne le voit pas, il est en dessous des autres. Parfait, ça, vous savez ça. Ensuite, je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques minutes. Je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé que des principales fonctions des lobes. Exemple, je vous disais que le lobe occipital est impliqué dans l'analyse de la vision. Puis temporal, je vous ai dit en fait qu'il y avait deux mots-clés, auditif, olfactif. Ce qu'on entend, ce qu'on sent. Donc ça aussi, vous le savez maintenant. Et tout ce que je fais maintenant, c'est que là, on regarde les différentes aires et leurs spécialités. Fait que si maintenant, à la prochaine diapo, je te dis que l'aire visuelle primaire est impliquée dans la vision, puis que tu te souviens que le lobe occipital, sa job, c'est la vision, ben, tu peux conclure que l'aire visuelle fait partie du lobe occipital. Parce qu'évidemment, je vous ai dit que les lobes, ils n'ont pas vraiment de fonction, c'est les aires à l'intérieur. Donc, bien sûr, vous devez associer les deux. Et normalement, quand vous allez étudier, ça va se faire de façon naturelle. Mais oui, vous devez savoir que le lobe occipital, exemple, est impliqué dans la vision, puis ça va être quoi le rôle de l'aire visuelle primaire. Et en fait, vous allez voir qu'il y a des nuances entre les fonctions. C'est vrai que
l'art visuel primaire associatif, les deux sont impliqués dans la vision, mais ils ne font pas exactement la même chose. C'est ça qu'on va essayer de distinguer. Donc, les arts sensitifs, puis je vais rajouter le mot ici, c'est important, là, parce qu'il y en a plusieurs, là, mais les arts sensitifs primaires. J'aime bien le terme primaire, ça nous rappelle que c'est les premières à intervenir au niveau de la situation, hein, pour détecter, analyser, en fait, ce qui se passe en termes de stimulus. Donc, c'est en fait à peu près la même logique que je vais donner pour l'ensemble des arts ici. Je vais commencer par la visuelle, c'est la plus simple. Donc, l'art visuel primaire, c'est la première à intervenir dans les stimuli visuels. Donc, je vous donne un exemple. L'art visuel primaire vous permet de détecter... En fait, ils ont tous ça en commun. Hein? Les arts visuels, les arts sensitifs primaires servent à analyser, intégrer une première analyse, en fait, j'aurais dit, une analyse grossière. Donc, c'est une première interprétation, mais qui n'est pas terminée. On n'a pas poussé très loin l'analyse. Donc, c'est la première analyse. Et l'art visuel primaire, en fait, comme je l'ai dit tantôt un petit peu, c'est la couleur, si ça bouge, la forme de l'objet. Vous n'êtes pas capable d'identifier avec précision le nom de l'objet. Et dans ce cas-ci, j'avais utilisé, en fait, tantôt, une balle rouge puis une pomme à peu près de la même taille. Donc, deux objets ronds rouges. Vous n'êtes pas capable de distinguer la pomme de la balle. Mais vous êtes capable, vous n'êtes pas aveugle, vous êtes capable de me dire, il y a un objet rouge rond. Puis si la balle était bleue, tu pourrais avoir une différence de couleur. Elle est bleue, ronde. L'objet carré, vert. OK? Donc, c'est une première interprétation. Mais si tu veux pousser plus loin, OK, ça, c'est un bicycle, c'est une voiture, peu importe. C'est un chien, un chat. Mais là, on verra tantôt que c'est l'art visuel associatif qui pousse plus loin, qui intervient en deuxième lieu. Donc, techniquement parlant, vos yeux, vos récepteurs produisent des influx nerveux par les nerfs optiques. Le nerf crânien qu'on a déjà vu s'en va dans le thalamus. Puis là, après, le thalamus, lui, il va redistribuer les influx nerveux vers les bonnes aires. Fait qu'évidemment, c'est pas une aire... on n'en verra pas ça dans la région auditive. Parce que là, c'est une information visuelle. Donc, le thalamus redirige les influx nerveux vers l'aire visuelle primaire. Elle fait une première analyse, détecte les formes de la couleur. Par la suite, on verra bientôt que l'aire visuelle primaire va prendre un neurone et va aller se connecter via son axone et les terminaisons sur un deuxième neurone qui fait partie de l'aire visuelle associative, la deuxième aire visuelle qui agit après. Et elle va terminer l'interprétation du signal. Et c'est là que, après l'intervention de l'aire associative, on pourra dire que c'est un bateau, une pomme ou peu importe, une balle. Et c'est cette même logique pour chacun des aires sensitives primaires. Sauf que le signal change évidemment, c'est pas le même stimulus. Donc, une auditive primaire, on va interpréter la première analyse. Vous allez être capable de me dire que le son est fort ou faible. À la limite, il y a de la basse, de la guitare, du violon, mais vous n'êtes pas capable d'identifier avec précision la chanson, vous ne reconnaissez pas la musique, ou le groupe de musique, ou le style même. Vous ne pouvez pas me dire que c'est du rock, du heavy, du rap, ou, je sais pas, du jazz, OK? Donc, ça sera l'aire associative, l'aire auditive associative qui va terminer l'analyse. Mais l'auditive primaire, elle, tout ce qu'elle fait, c'est une première interprétation. Sauf que là, comme c'est auditif, on est dans l'audition, ce qu'on entend. Gustatif, c'est la même chose, c'est une première interprétation. Donc, on contribue à la perception des saveurs, mais en termes d'une première interprétation, vous n'êtes pas capable de dire avec exactitude qu'est-ce que vous goûtez, mais vous pourriez dire que c'est sucré, salé ou à peu près. Mais maintenant, ça vous rappelle la tarte aux fraises de votre grand-mère ou la noisette avec un léger soupçon de cannelle qui rappelle tel repas. Mais là, on a besoin d'une aire gustative associative, puis on va voir que c'est encore plus compliqué. Quand on va étudier les sens, on va travailler aussi avec l'olfaction. Et votre perception de saveur implique non seulement la gustative primaire et associative, mais aussi l'olfactive primaire associative. Donc, le goût, en fait, c'est un sens extrêmement complexe qu'on étudiera davantage. Mais pour l'instant, même logique, gustative primaire, première interprétation grossière qu'on va raffiner plus tard avec les aires associatives. Même chose pour l'olfactive primaire, contribue à la perception des odeurs, mais on n'est pas capable de dire que ça sent, exemple, telle fleur ou telle odeur précisément, mais on peut avoir une première interprétation, une première idée, mais sans vraiment dire avec exactitude.
Sans fort, pas fort, exemple. C'est léger, délicat, bon, voilà. Et c'est toujours un peu la même interprétation, et c'est difficile pour vous parce que tout se fait une fraction de seconde. Donc, du fait qu'on a senti l'odeur du café le matin, en une fraction de seconde, on reconnaît le café. Donc, c'est dur de mettre ça sur pause puis de dire que ça se fait en plusieurs étapes tellement qu'on est rapide. Mais pourtant, c'est comme ça que ça se passe au point de vue de la biologie du cerveau. Alors, c'est assez simple en fait. Et l'art somesthésique, c'est la même logique, un peu plus compliqué parce que fait plus de choses. Et il y a un nouveau concept là, que je vais vous parler là, de discrimination spatiale qui est important. Donc, premier élément, l'art somesthésique primaire, donc c'est toujours une première interprétation, est généralement associée à 3 types de stimuli. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais là, maintenant, c'est officiel, il faut les savoir. Donc, toucher, l'interprétation de ce que vous sentez avec vos doigts, exemple, ou si on vous touche n'importe où, là, le genou, n'importe, bien là, ou l'épaule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sentez aussi une sensation tactile. Donc, souvent, la sensation de toucher, vous la voyez à sens unique. C'est moi qui touche avec mes doigts un objet, exemple. C'est correct, mais s'il y a un objet, un moustique, ou quelqu'un vous prend la main, ou peu importe, bien là, on va aussi ressentir le toucher. Okay? Ça va dans les deux sens. Donc, c'est le sens du toucher large. L'interprétation de tous les signaux douloureux, donc la douleur, les stimulés, une douleur forte, aiguë, légère, peu importe les types de douleurs. Donc, c'est aussi l'art somesthésique qui s'occupe de ça et tout ce qui est associé aux variations de température. Donc, vous prenez un objet froid dans votre main, vous détectez la température de l'objet ou un objet qui est chaud et tout ça. Donc, évidemment, l'art somesthésique contient beaucoup de neurones et chacun des neurones dans l'art somesthésique est incapable de faire tout ça. C'est des neurones spécialisés. Donc, certains neurones de l'art somesthésique primaire vont être spécialisés dans l'interprétation du toucher. Les voisins, donc les neurones voisins, toujours dans l'art somesthésique, vont être spécialisés dans la douleur uniquement, mais ils seront incapables de détecter les variations de température de toucher. Et il y en a d'autres, évidemment, spécialisés dans l'interprétation de la température. Mais c'est toujours l'art somesthésique primaire. Donc, on verra tantôt qu'il y a aussi une art associative. Et pour être cohérent, c'est toujours la même logique. Donc, c'est une première interprétation. Si je prends l'exemple du toucher, c'est peut-être plus simple à comprendre. Vous touchez un objet qui est pointu, lisse, piquant. Bien, vous êtes capable. Vous mettez la main sur votre bureau, vous sentez que c'est lisse. Vous n'êtes pas encore capable de me dire que c'est le bureau. OK? Donc, vous ne pouvez pas pousser très loin l'analyse, mais vous pouvez me dire que c'est lisse. Vous touchez un papier sablé, donc vous êtes capable de me dire, l'art somesthésique primaire va analyser, bien, c'est rugueux. Mais vous n'êtes pas encore capable d'identifier l'objet avec précision. Pour identifier l'objet par précision avec le toucher, ça va me prendre l'art somesthésique associatif qui va agir en deuxième lieu, comme avec les arts visuels ou les autres sens. Et c'est là que vous allez être capable de dire « Ah, ben ça, c'est un clou, un papier sablé, un bureau, peu importe. » Parce qu'évidemment, vous êtes capable d'identifier les objets par le toucher. Vous n'êtes pas obligé de les voir. Les aveugles travaillent beaucoup avec le sens du toucher. Et un exemple très simple, je vous bande les yeux, je mets des objets dans un sac ou dans votre poche. Et normalement, si vos 2 arts somesthésiques primaires associatifs fonctionnent, vous êtes capable. Exemple, si moi, dans ma poche, présentement, j'ai une pièce de monnaie, un clou puis un crayon, si je les regarde, les objets, je suis capable de les identifier. Mais si vous me bandez les yeux, juste avec la main, je suis capable de les reconnaître. Si l'objet est lisse, si l'objet est piquant, si l'objet... Donc, art somesthésique primaire va déjà me permettre de distinguer une première impression. OK, il y a un objet mou, il y a un objet dur, il y a un objet lisse. Piquant, parfait. Et c'est plus tard l'art somesthésique associatif qui permettra de finir l'analyse et de me dire « Ah, c'est un clou, c'est un crayon, une pièce de monnaie ou peu importe. Okay? » Donc, toujours cette première interprétation versus une deuxième. Donc, ça, c'est pas mal ce qui est important de retenir. Maintenant, dans le cas de l'art somesthésique, il y a une fonction particulière qu'on ne retrouve pas dans les autres arts, qui s'appelle la discrimination spatiale. C'est une capacité que nous, on a chez l'être humain, et il faut être capable de me définir ça un petit peu. Et le concept d'homunculus sensitif, je vais en parler plus tard, donc j'en parle pas autant maintenant, je vais en parler sur la prochaine diapo. C'est quoi la discrimination spatiale? En fait, c'est bien écrit ici. C'est la capacité d'une personne à identifier avec précision l'origine de la stimulation tactile. Et pour expliquer ça, imaginez-vous l'art somesthésique
c'est vulgarisé, mais c'est comme si elle avait pris une image mentale, elle aurait fait une cartographie de tout votre corps, au complet, de la tête aux pieds. Et on mémorise ça, et c'est comme stocker cette carte géographique, hein, si vous voulez, la carte de votre corps, dans l'aire somesthésique. Maintenant, s'il y a un moustique qui vous pique sur la cheville droite, sur l'épaule ou sur le genou, vous êtes capable, sans regarder, de distinguer avec précision à quel endroit vous faites piquer. Vous pouvez converser avec une personne et sans regarder le moustique, vous êtes capable d'aller le taper. Et bien sûr, si vous le voyez, là, c'est l'aire visuelle qui est impliqué. Donc ça, c'est important parce qu'il faut bien lire les questions aux exercices ou à l'examen. Si je vous dis, vous voyez un moustique, c'est l'aire visuelle primaire associatif qui est impliqué, les deux aires. Bien, si je vous bande les yeux puis vous sentez le moustique et vous sentez le moustique sur votre genou, il ne reste plus les yeux, là. Là, ça veut dire que c'est l'aire somesthésique qui est associée au toucher. Et la discrimination spatiale, exemple, une personne A et B. La personne A a une excellente discrimination spatiale, donc même si elle ne voit pas le stimulus tactile, je lui bande les yeux, puis avec une pointe de compas, je lui touche le poignet, et je me déplace de 2 mm, puis elle sent encore. Elle sent la sensation tactile, et elle est capable de la distinguer avec précision. Bien, elle a une bonne discrimination spatiale. Mais si la personne B a une mauvaise discrimination spatiale pour différentes raisons biologiques, peu importe, c'est pas important pour l'instant, ça veut dire, là j'exagère, mais mettons une très très mauvaise discrimination spatiale, ça voudrait simplement dire, exemple, je prends ma pointe de compas, je touche le poignet, et si je vais toucher, mettons, au niveau du creux du coude, elle ne fait pas la différence. Pour cette personne-là, je l'ai dit, c'est exagéré, là, mais pour cette personne-là, la sensation serait au même endroit. Elle n'est pas capable de distinguer la différence entre les deux stimuli. Donc là, c'est gros un peu, ça peut arriver, mais c'est vraiment sévère. Généralement, les gens qui ont une moins bonne discrimination spatiale, ça va être une plus petite distance. Mais ce qui est étrange, surtout si vous avez une bonne discrimination spatiale, c'est que vous êtes capable, hein, si je prends un compas avec 2 pointes, puis je vous touche avec les 2 pointes, vous allez sentir les 2 pointes à une certaine distance. Mais si vous perdez votre discrimination spatiale, bien, à l'intérieur d'une certaine distance, ou si vous avez une capacité moins forte au niveau de l'aire somesthésique en termes de discrimination spatiale, ça veut dire que vous ne sentez plus les 2 pointes. Même si elles sont distancées, vous sentez une seule pointe qui touche au même endroit. Vous n'êtes pas capable de distinguer la différence ou le point d'origine, si vous voulez, de la sensation tactile. C'est juste ça, la discrimination spatiale. Donc, dans un premier temps, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, ce concept-là. Et ensuite, c'est de comprendre que c'est l'aire somesthésique primaire qui permet cette capacité-là. Donc, si vous avez des lésions dans l'aire somesthésique primaire, il est possible que vous perdez cette capacité-là, ou en tout cas, elle sera moins efficace. Et pour rester dans la même idée, je vais parler des aires associatives. Mais avant de passer à ça, c'est la prochaine diapo, mais avant de passer à ça, je vais vous expliquer un peu le concept d'homoncule sensitif. Des fois, on l'appelle homonculus, c'est la même chose. C'est en fait, hein, donc si vous regardez cette image-là dans la page 576 de votre manuel, là, vous allez voir qu'on a fait une espèce de dessin complètement étrange, hein, disproportionné. On remarque une grande main ici versus une très petite tête. Là, je suis dans le concept de sensitif. Donc, c'est l'interprétation, exemple, du toucher, de ce que vous voyez et tout ça. Quand on parle d'homoncule sensitif, normalement, c'est associé seulement à l'aire somesthésique. Donc, c'est pas contrairement à ce que je viens de dire, c'est pas l'odorat visuel et tout ça. C'est simplement pour le concept de toucher, de discrimination spatiale et tout ça. Et pourquoi on a pris la peine de dessiner ça? Bien, en fait, c'est qu'au premier coup d'œil, on peut déjà savoir quelle part du cerveau, dans l'aire somesthésique, on va dédier à l'interprétation de la sensation tactile selon la partie de votre corps. Qu'est-ce que je suis en train de dire, en fait? Vous pensiez peut-être qu'on avait une sensibilité égale sur chaque partie du corps, et c'est faux. Et en fait, plus que le dessin représente un membre disproportionné, plus que ça veut dire, exemple, la grande main ici, ça veut simplement dire, elle est énorme par rapport au coude, hein, si je compare les deux, ça veut simplement dire que dans l'aire somesthésique, vous avez un plus grand nombre de neurones qui est dédié à l'interprétation des sensations tactiles au niveau de votre main. Donc, vous avez une plus grande sensibilité au niveau de votre main, de vos doigts en termes de toucher.
Et c'est normal. Si vous touchez un objet avec les doigts, les mains, c'est plus important pour prendre un objet, exemple, avec la force nécessaire, bien le manipuler, que l'extérieur du coude. L'extérieur du coude, bien, si vous avez une sensation tactile, bon, vous accrochez un objet, quelque chose qui vous touche, un maringouin, peu importe, bon, ok, c'est correct, vous le sentez, mais c'est peut-être moins vital qu'au niveau de la main. Donc, sans avoir un tableau de plein de chiffres, on peut déjà dire, bien, il y a une plus grande part de l'aire somesthésique qui s'occupe des touchés associés à la main que le coude. Je donne des chiffres qui n'existent pas, mais c'est comme de dire, par exemple, que j'ai 25 ou, c'est peut-être un peu exagéré, mais mettons 15-18% des neurones de l'aire somesthésique qui sont spécialisés dans l'interprétation des signaux tactiles associés au toucher au niveau de la main gauche et droite. Et j'ai peut-être juste un 3% des neurones qui s'occupent des sensations tactiles au niveau du coude. Donc, au lieu de regarder une série de chiffres puis de quantité de neurones, beaucoup plus simple qu'avec... Bon, c'est sûr que c'est pas quantifié, c'est qualitatif, mais à un rapide coup d'œil, c'est l'intérêt de cette image-là. On peut déjà distinguer les parties les plus importantes, donc qui sont le plus travaillées, analysées, si vous voulez, au niveau de l'aire somesthésique. Donc, on voit la main, on voit aussi les lèvres, hein? Donc une très grande sensibilité tactile au niveau des lèvres, même chose. Par contre, on remarque les organes génitaux, le coude, le genou et tout ça, on a une moins grande part associée, donc une moins grande part de l'aire somesthésique qui est associée à ces parties-là. Donc, ça veut simplement dire qu'exemple, le genou, il y a moins de neurones de l'aire somesthésique qui s'occupent dans l'analyse des informations tactiles en provenance du genou versus les lèvres, exemple. OK? Donc, c'est simplement ça qu'il faut être capable de comprendre à partir de ce schéma-là. Maintenant, les aires associatives, donc, comme je le disais tantôt, chaque aire visuelle, chaque aire sensitive primaire, exemple visuelle primaire, bien, il y a toujours une aire associative. Donc, il y a visuelle associative, somesthésique associatif, etc. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, fait que je vais passer un peu plus vite. Puis, il y a d'autres aires associatives spécialisées que vous ne connaissez pas, que je vais expliquer. Et ensuite, je vais vous poser 2-3 petites questions d'exercices, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment des exercices, mais juste pour voir si vous comprenez bien. Puis si vous êtes capable de répondre aux questions que je pose, bien, ça veut dire que tout est clair. Donc, pour les aires associatives, bien, je l'ai dit tantôt, visuel associatif, bien, c'est ça que je disais tantôt. Après avoir travaillé avec la visuelle primaire, celle-ci va stimuler l'associative, la visuelle associative, pour terminer l'interprétation du stimulus visuel. Et bien sûr que vous allez comparer avec d'autres régions que je ne parle pas dans le cours. Est-ce que la mémoire, donc les différentes structures impliquées dans la mémoire vont être impliquées? Bien sûr. Préfrontal, vos apprentissages aussi, bien sûr, ces différentes régions, le même émotionnel, système limbique. Je donne un exemple, vous allez au zoo, vous n'avez jamais vu un zèbre de votre vie, vous ne l'avez jamais appris, vous ne l'avez jamais étudié, vous ne serez pas capable de le reconnaître et de dire comment il s'appelle. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres aires qui vont être impliquées. Mais ça, c'est la vraie vie. Dans mes examens puis dans mon cours, c'est toujours simplifié. Donc, on se confine bêtement au rôle de l'art visuel sans interpréter, sans impliquer les autres arts. Donc, dans ce cas-ci, le zèbre, qu'est-ce qui arriverait au zoo? Tu regardes le zèbre, visuel primaire, animal, 4 pattes, ressemble, bon, parfait, noir et blanc, tu reconnais les formes, les couleurs. Et le visuel associatif va terminer l'analyse, puis va dire, OK, ça c'est un zèbre, puis à côté, j'ai, je ne sais pas, une antilope, un lion, peu importe. Et donc, va contribuer comme ça à l'interprétation de ce que vous voyez. Donc, l'art visuel associatif est extrêmement importante. Hein? Elle termine le travail. Ça va être la même logique pour le somesthésique. Douleur, température, toucher. La douleur, je l'ai fait avec l'exemple tantôt, le somesthésique associatif, avec les objets dans la poche, les yeux bandés. Ah oui, je suis capable de dire que c'est une pièce de monnaie. Le primaire, c'est lisse. Piquant, c'est un clou. Mais le somesthésique associatif te permet de déterminer seulement par le sens du toucher, ah, c'est un clou, l'autre c'est une pièce de monnaie. Parfait. C'est la même chose pour la douleur. Somesthésique s'occupe aussi de la douleur. Donc, somesthésique primaire, ça fait très mal, pas trop mal, ça chauffe, ça pique, ou je sais pas trop quoi, ça étire. OK? Donc, parfait. Somesthésique associatif, c'est une piqûre de médecin pendant un vaccin ou de dentiste. C'est une coupure où j'ai été perforé par un objet pointu. Peu importe, vous allez être capable d'identifier exactement le type de douleur avec précision. C'est aussi le somesthésique qui s'occupe de ça. Okay? Donc, c'est toujours la même logique.
L'associatif termine l'analyse. Auditif, même chose. Donc, c'est toujours un peu la même chose avec tous les angles que j'ai détectés. Auditif primaire fait quoi? La musique est forte, la guitare, tout ça, parfait. Mais l'auditif associatif vous permet de distinguer le type de musique, le groupe de musique avec précision. Donc, on pousse encore plus loin l'analyse auditive. Okay? Vous allez être capable aussi de distinguer si c'est un bruit, une musique, bon, tout ça. Maintenant, les autres airs, c'est nouveau. Hein? Là, j'ai passé plus vite parce que je les avais déjà un peu expliqués. Mais les autres airs, là, sont comme spécialisés. Donc, l'air prémotrice, je vais le faire après. Okay? On en reparlera plus tard. Les airs, ce qu'on appelle les airs multimodales. Ça veut dire qu'elles vont impliquer plusieurs régions du cerveau, plusieurs aires. C'est généralement des aires complexes qui travaillent très fort pour une tâche intellectuelle complexe. Donc, un exemple, une aire associative qui n'est pas nécessairement, en fait, n'est pas reliée au sens. Hein. Pour l'instant, tous les aires associatives sont reliées au sens, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on appelle l'aire de Wernicke ou l'aire de compréhension de langage, donc vous devez savoir les deux termes, les deux sont utilisés, bien, l'aire de Wernicke, en fait, te permet de reconnaître les paroles, d'interpréter le langage. Elle va te permettre de traduire les mots en passé. Donc, on dit que c'est une aire multimodale parce que c'est pas juste elle qui travaille là-dedans. Elle va travailler avec les autres aires du cerveau, les structures qui sont associées à la mémoire. Ça peut, avec les arts visuels qui contribuent. Hein, tu regardes la personne, ses expressions faciales, tu lis les lèvres un peu inconsciemment et tout ça. Ben, ça va contribuer. Donc, il y a plein d'autres arts qui vont venir communiquer avec Wernicke. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle reconnaît les paroles, puis elle va interpréter le langage que tu entends. Et quand je dis interpréter, c'est de traduire ce que tu entends en termes de langage en pensée. C'est vraiment ça. Ça, c'est très bien dit, en fait. La façon que ça a été écrit ici, c'est exactement ça. C'est l'art qui permet de traduire les mots en pensée. Je vous dis bateau, pomme. Tout le monde vient d'avoir une image dans la tête. Un bateau, c'est pas une pomme. Tu sais la différence. Tu as décodé. Je te l'avais dit en chinois, ça n'aurait pas fonctionné. Tu sais c'est quoi une pomme, tu sais c'est quoi le bateau, mais là, Wernicke n'est pas capable d'interpréter le langage. Pas une langue que tu maîtrises, exemple. Si tu parles chinois, ça va, mais si tu ne la maîtrises pas, la langue. Et c'est sûr que ça peut varier d'une personne à l'autre. Si je dis pomme, j'ai peut-être un étudiant qui a pensé à une pomme verte, l'autre à une rouge, à une jaune, une pomme sucrée, peu importe. Mais tu as traduit. Et quand je donne un cours, Wernicke travaille très, très fort, vous autres. Là. Vous essayez de traduire mes paroles françaises, normalement, qui devraient être claires. Mais des fois, c'est difficile la bio, je ne suis pas toujours clair, puis c'est bien correct. Là, c'est autre chose. Mais normalement, vous essayez de décoder ce que je vous dis en pensée claire pour vous autres. Okay? Donc, c'est une aire qui est extrêmement importante et qui, évidemment, quelqu'un qui a une lésion dans Wernicke peut avoir des grandes difficultés d'apprentissage parce que si je ne suis pas capable de traduire, donc je n'ai pas accès à la pensée, évidemment. Maintenant, le cortex préfrontal, je vais en parler plus à la prochaine diapo, mais j'en ai déjà un peu parlé logique, peut-être la personnalité et tout ça, donc on va avoir une diapo complète pour parler de ça, tellement que c'est important. Le cortex préfrontal, on parle parfois aussi d'aire associative antérieure. C'est des synonymes, les deux sont corrects. J'utilise les deux termes à l'examen, donc souvent si vous avez appris un, c'est pas grave, j'utilise l'autre. Préfrontal, c'est un terme. Le véritable terme, au point de vue médical, c'est souvent l'aire associative antérieure qu'on utilise, mais le cortex préfrontal est dans le langage courant, puis on en entend parler souvent. Le cortex préfrontal, l'intelligence, tout ça, ça va souvent ensemble. Donc, évidemment, celui-là est très, très utilisé également. Celui que je veux vraiment vous parler, qui est extrêmement important, simple à comprendre, mais tellement essentiel, c'est l'aire intégrative commune. Moi, c'est le terme que j'utilise le plus. Quand j'avais votre âge, on parlait de l'aire gnosique. C'est une ancienne appellation. On l'utilise beaucoup moins, donc je l'utilise moins. On parle dans votre manuel de l'aire associative postérieure. Faire attention, antérieure, postérieure, ça se mélange. Mais moi, j'aime beaucoup le terme intégrative commune parce qu'elle est beaucoup plus simple à étudier. Elle vous dit déjà dans son propre nom son rôle. Intégrative commune, c'est comme... Comment je vous expliquerais ça? C'est la gare, c'est le terminus. C'est là qu'on va converger toutes les informations et c'est tellement important
en fait, ce qui arrive, c'est que tous les autres aires envoient des influx nerveux vers l'intégrative commune. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle reçoit toutes les informations électriques de tous les autres aires, et c'est là que vous allez former votre pensée et prendre la décision finale, selon la situation. Je fais un dessin très simplifié, mais exemple, si, là, je ne la fais pas d'un point de vue anatomique correct, là, elle n'est pas située là du tout, là, je les mets n'importe où les aires, okay? Je ne respecte pas, c'est pas grave, c'est juste une logique. Si, exemple, l'aire intégrative commune est ici, je mets un I pour l'identifier. OK. Mettons, j'ai les aires visuelles primaires et associatives ici. La primaire parle à l'associatif, donc mettons l'aire visuelle primaire, l'aire visuelle associatif. Donc, primaire informe l'associatif. Et qu'est-ce qui arrive? L'associatif envoie des influx vers l'intégrative commune. L'auditive envoie des influx vers l'intégrative commune. Préfrontale. Toutes les structures de la mémoire ou associées au système limbique pour générer des émotions. Tout le monde converge dans l'intégrative commune. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe que tu dormes, peu importe ce que tu vis, l'intégrative commune est toujours active. Vous êtes toujours en train de réfléchir en pensée, même si vous ne le réalisez pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est un terminus, une gare centrale. Tous les autres aires convergent à aller informer cette aire-là. Et maintenant, ce qu'il faut bien comprendre de ça, c'est que c'est là que vous allez former la pensée finale et que vous allez prendre une décision. Je reviens avec l'exemple du zoo tantôt. Non, en fait, j'en ai une qu'on utilise souvent dans les manuels de biologie. Il y a plusieurs manuels qui reprennent cet exemple-là. Ce n'est pas le meilleur exemple, mais je trouve qu'elle illustre bien. Vous êtes dans le bois, puis vous voyez un ours. Vous faites une promenade, une randonnée, il y a un ours devant vous. Comment vous allez réagir? Comment vous interprétez? Même si c'est une fraction de seconde, ça révise tous les aires que j'ai faites avec vous autres. Donc, vous voyez un ours. Votre aire visuelle primaire, première analyse. Tache sombre, parfait, il est noir, donc on reconnaît les couleurs, les formes, parfait. Ensuite, on informe le visuel associatif. Hey, je reconnais ça, j'ai déjà vu ça, ça s'appelle un ours. Parfait. Donc, l'aire visuelle, l'associatif, vient informer l'intégrative. Vous l'entendez grogner de façon agressive. Les aires auditives, primaires, associatifs, parfait, communiquent ensemble, et on informe également l'intégrative. Donc, l'intégrative commune interprète des messages en provenance des aires auditives pour le son, des odeurs pour les aires olfactives, ce que vous voyez. Vous avez les différentes structures associées à la mémoire qui viennent bombarder l'intégrative commune par des expériences, des traumatismes ou des expériences positives ou négatives que vous avez vécues. Donc, la mémoire a stocké ces informations, on l'informe, ce qui va moduler l'analyse finale. L'intégrative commune, c'est l'analyse finale. Ensuite, vous avez peut-être appris ça dans des livres, à l'école, donc on se souvient. Le préfrontal, qui est pour la logique, envoie des informations, OK, c'est en danger, peut-être mourir, donc pas de geste précipité. Donc, on va confirmer tout ça. Émotif, tu es une personne qui a peur facilement, comme probablement beaucoup de gens dans cette situation-là. Donc, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est juste pour vous illustrer qu'il y a même des structures qui génèrent des émotions qui vont venir stimuler l'intégrative commune. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans cet exemple-là? C'est que l'intégrative commune compile tout ça et prend la pensée finale. Il y a un ours, ma vie est en danger. Ou il y a un ours, il n'a pas l'air trop occupé par moi, donc ma vie n'est pas en danger. Ça, c'est la pensée finale. Et ce qui va arriver, c'est que là, vous allez peut-être prendre une décision. Je ne bouge pas. Je fais le mort. Je me sauve en courant. Je crie comme un fou. Peu importe. Mais la décision finale va partir à l'intégrative commune. OK, là, si je décide de courir, on va aller stimuler les aires motrices pour que je puisse courir ou je me couche à terre ou peu importe ce que vous allez décider de faire. C'est vrai pour ma situation, c'est vrai quand tu fais un examen, c'est vrai quand tu dis, je prends-tu du lait 3% ou 2%. Ça peut être des décisions complexes ou simples, mais on revient toujours au même mécanisme du fonctionnement du cerveau. Aussi. Et c'est ça qui vous surprend toujours. Ouais, mais là, j'ai pris une décision complexe. Est-ce que je vais m'acheter une maison, mes REER, ou je ne sais pas trop quoi, mes investissements, voyager, pas voyager. Vous pouvez prendre des décisions extrêmement complexes ou simplement acheter une pomme ou un orange. Mais ça revient toujours à la même chose. Je fais des influx ou j'en fais pas. Et là, permettez-moi de faire un beau lien avec la séquence 4. Quand on est dans la séquence 5, vous oubliez la 4 généralement. Vous dites, OK, ouais, intégration de ça. Mais votre cerveau fonctionne comment? Tu fais un influx, tu ne fais pas d'influx. Si je vous dis PPSE, PPSI, normalement, vous devriez savoir. Excitateur, j'excite, je fais un influx. Inhibiteur, non. Et c'est une combinaison du fait que je fais des influx ou non
qui va moduler mon interprétation au niveau de l'intégrative commune. Exemple, si j'entends, je vois, j'entends. Donc, je fais des PPSE, les influx se rendent, on stimule, on crée des influx nerveux ici. OK, j'interprète, là, c'est parfait. Il y a un ours, parfait. Le visuel me dit que c'est un ours, on vient informer l'intégratif. Parfait. Mais peut-être que je vais avoir le goût de me sauver. Région émotive fait des PPSE, puis il me dit, OK, là, intégrative commune, là, c'est dangereux, danger. J'ai le goût de me pousser. Donc, on va aller faire des influx nerveux sur la motrice pour courir. Mais peut-être le frontal va faire des PPSI pour dire, écoute, si je cours, je vais peut-être l'exciter, même si j'ai bien envie, on va faire rentrer du chlore en masse pour bloquer les influx. Et en fait, ultimement, tout ça, c'est de la sommation temporelle spatiale que vous avez déjà étudiée. On va compter PPSE, PPSI, et c'est sûr que c'est simplifié mon idée, là, mais en bout de ligne, est-ce que je fais un influx, oui ou non? À chaque fois qu'on dit que le cerveau intègre prend des décisions, mais c'est juste ça, il fait un influx, il n'en fait pas. Oui, je vais stimuler l'aire motrice pour contracter éventuellement les muscles de mes jambes. Non, ne bouge pas. C'est simplifié. La vraie vie, c'est 100 milliards de neurones qui peuvent se parler. Fait qu'il y en a 100 milliards. Parmi ceux-là, il y en a qui en font pas des influx. Donc, ça complexifie le processus. Mais à la base, c'est comme ça que votre cerveau fonctionne. Donc, c'est relativement simple d'une certaine manière. Si on avait le cerveau à 4 neurones, ça serait exactement la même chose, sauf qu'il y a juste 4 neurones à analyser. On pourrait voir toutes les possibilités. À 100 milliards, il n'y a personne sur Terre qui est capable de comprendre exactement toutes ces ramifications de la fonction et de la pensée humaine. Okay? Donc, ça relèverait de la science-fiction, évidemment. Et la dernière aire, que je n'ai pas encore parlé, la prémotrice. C'est une aire associative, mais il faut faire attention parce qu'elle fonctionne avec les aires motrices que je vais présenter tantôt. Donc, les aires motrices, évidemment, c'est des aires qui sont dédiées à la contraction des différents groupes de muscles dans votre corps. L'aire prémotrice, tantôt, ce que je vais vous dire, je prends un peu d'avance parce que je suis quasiment pas chaud d'en parler. L'aire motrice, elle, c'est pour faire des gestes simples, non complexes. Donc, vous levez le pouce en haut, en l'air, vous levez le bras. Bon, c'est l'aire motrice. Si je vous dis l'aire prémotrice, elle intervient seulement dans les gestes complexes, qui demandent une grande coordination musculaire, mais généralement, c'est des gestes complexes et répétés. OK? Ça, c'est le point important, des mouvements répétitifs qui demandent un apprentissage. Donc, l'apprentissage ou une mémorisation des gestes. Et c'est généralement des gestes complexes qui demandent beaucoup de dextérité. Exemple, si vous êtes un musicien puis que vous apprenez la guitare, pas évident quand vous commencez. Okay? Donc, vous allez apprendre, par exemple, la chanson A. Donc, toute cette contraction des différents muscles de vos doigts qui doivent se synchroniser, se faire au bon moment pour apprendre la chanson, vous allez finir par la jouer par cœur, la chanson. Vous avez mémorisé les mouvements, des séquences de mouvements musculaires pour jouer la chanson A. Et cette séquence de mouvements-là, appris, va être stockée dans l'aire prémotrice. C'est un peu comme une mémoire musculaire. Et quand vous allez avoir besoin de jouer la chanson A, vous allez chercher dans l'aire prémotrice qui va stimuler par la suite, donc elle va chercher son programme pour la chanson A, qui va stimuler par la suite l'aire motrice et elle va lui indiquer sous forme d'influx nerveux quelle séquence de contraction elle doit faire. Vous êtes de mieux en mieux, vous allez apprendre la chanson B, C, D, E. Donc, chaque chanson, c'est une séquence, une mémorisation de mouvements appris qui exige des contractions de muscles différents, évidemment, entre chaque chanson. Et vous les stockez dans l'aire prémotrice. Quand vous allez vouloir jouer la chanson B, vous allez chercher le bon programme, C, etc. Et ce que je viens de dire, c'est exactement le cas pour tous les gestes complexes qui impliquent un apprentissage, une mémorisation des mouvements musculaires. On pense à la guitare, quelqu'un qui a son doigté de dactylo, le fait de marcher. Okay? Donc, ça prend... Pensez à un jeune enfant qui se rend à 4 pattes, il ne marche pas, il y a un apprentissage, des gestes complexes, il devra mémoriser. Okay? Faire un sport, il y a beaucoup de sports qui vont impliquer l'aire prémotrice. Et comment ça fonctionne en gros? Ben, je l'ai dit tantôt, si c'est un geste simple, tu n'as pas besoin de l'aire prémotrice. Donc, mettons, je vais marquer PM ici, ça c'est l'aire prémotrice, motrice. Donc, tu lèves la main, tu fais des gestes simples et tout, tu pars de l'aire motrice, comme on l'avait déjà vu avec les faisceaux tractus, les tractus cortico-spinaux. Je pars de l'aire motrice, je sors de la moelle épinière, puis je m'en vais contracter le muscle du bras pour lever la main. Si tu joues de la guitare, tu fais un geste complexe qui demande une mémorisation puis le mouvement appris. Là,
je vais partir de l'aire primotrice, qui est une aire associative. Je vais chercher l'information qui m'intéresse. J'envoie des influx nerveux à l'aire motrice et ça va indiquer à l'aire motrice qu'est-ce qu'elle doit faire et quel muscle elle doit stimuler dans le bon ordre. Okay? Il faut faire attention parce que tantôt, quand je parlais des sens sensitifs, le visuel primaire, okay? Donc le visuel primaire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il interprète l'information au début et ensuite, je m'en vais vers le visuel associatif. Il agit toujours en deuxième. Mais au point de vue musculaire, l'associatif agit en premier et après, on va sur l'aire primaire. Donc, l'aire motrice est en fait un aire primaire, mais moteur, hein, c'est pas sensitif évidemment, donc moteur. Et la primotrice, même si elle est associative, contrairement au sens, quand je suis en moteur, l'aire associative fonctionne toujours en premier, si on a besoin. Donc, on n'a pas toujours de besoin. Ça, c'est l'autre différence avec les sensitifs. Sensitif, visuel primaire, associatif, on a toujours besoin des deux. Moteur, ça dépend. Je vais être franc avec toi, l'aire primotrice est souvent impliquée, mais les gestes simples, c'est pas nécessaire. Okay? Donc, voilà. Maintenant, pour mettre ça en application, je vais te poser quelques questions. Okay? Toujours la même chose. Hein? J'ai toujours la même stratégie. Je l'ai faite avec les nerfs spinaux, les tractus, les faisceaux. Donc, je te parle d'accident, de maladie. Puis, s'il y a une des aires qui ne fonctionne pas, quel effet ça va faire chez le patient? Et là, je vous le dis tout de suite, tu vas avoir 5 patients avec le même problème, tu vas avoir 5 symptômes ou 5 cliniques différents. Ça va dépendre beaucoup du type de lésion. Okay? Est-ce que c'est tout l'air qui n'est pas fonctionnel? 10%, 20%, 80%? Moi, dans mes questions, les examens, c'est toujours comme c'est 100%. L'aire visuelle primaire au complet ne fonctionne pas. Donc, évidemment, c'est toujours comme simplifié. Mais justement, parlons des aires visuelles. Okay? On sait que l'aire visuelle primaire, visuel associatif. Si je vous posais la question, une personne suite à une hémorragie cérébrale, le visuel primaire ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu t'attaches à cette personne-là? Ce serait quoi le principal problème? On pourrait penser que la personne va être aveugle. Même si les récepteurs au niveau des yeux, les photorécepteurs, le nerf optique fonctionnent, c'est le fun, on amène les influx nerveux jusqu'à l'aire visuelle. Sauf que ne fait pas le travail, donc on ne sera pas capable d'interpréter. Tu ne peux pas rien voir, et comme je disais tantôt, le primaire stimule le visuel associatif. Donc, il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, mais je ne verrai pas les couleurs uniformes, mais je peux reconnaître l'objet. » C'est juste impossible, parce que si le primaire bloque, on n'enverra pas d'infos visuelles. Tu es aveugle carrément. Okay? Donc, il peut y avoir plein de causes. Tu peux te crever un œil, tu peux avoir une rétine qui décolle, le nerf optique sectionné, mais là, ici, on serait au niveau de l'aire visuelle primaire qui ne fonctionne pas. Ce qui est plus étrange, c'est si le visuel primaire fonctionne, mais le visuel associatif ne fonctionne pas. Je te repose la question, est-ce que la personne serait aveugle ici? La réponse est non. Parce que là, je suis capable de faire quoi? Ben, le primaire fonctionne, je vais envoyer des influx à l'associatif. Donc, qu'est-ce que je peux faire au primaire? Ben, je suis capable de voir les formes, les couleurs, donc une première interprétation. Mais est-ce que je suis capable de distinguer avec beaucoup de précision? Est-ce que je suis capable de reconnaître l'objet? Non. Et je reviens avec l'exemple de la balle et de la pomme. Une personne qui fonctionne bien va voir l'objet rouge rond dans ma main gauche, puis si dans ma main droite, c'est une pomme, rouge rond à peu près de la même taille, parfait. Vous êtes capable de dire, main droite, le prof possède une pomme, puis dans la main gauche, une balle. Par contre, si le visuel associatif ne fonctionne pas, étonnamment, vous seriez capable simplement de me dire, ben, je ne suis pas capable de dire c'est quoi, mais ça ressemble à une pomme dans sa main, puis ça ressemble à un objet rouge rond, puis dans l'autre main, ça ressemble à un objet rouge rond, plus petit, plus rouge, mais je ne suis pas capable de te le dire. Je ne sais pas. Okay? Donc, on ne serait pas capable de terminer l'analyse. Ça, c'est pour mon examen. Dans la vraie vie, pas aussi clair que ça, et là, je rouvre une parenthèse que vous n'avez pas à savoir, mais je vais quand même vous donner un exemple de la vraie vie. Une personne qui a l'associatif non fonctionnel, c'est possible qu'elle compense avec les autres aires. Une personne aveugle va compenser avec le sens du toucher. C'est la même chose. Est-ce que ça se peut que la mémoire fonctionne? Oui, j'ai juste dit que le visuel associatif ne fonctionne pas. Est-ce que ses capacités intellectuelles fonctionnent? Bien sûr. Donc, techniquement, peut-être que je ne reconnais pas mes clés si tu me les montres visuellement. Je suis capable de te décrire la forme, mais si moi, je sais qu'à chaque soir, je mets mes clés d'auto à côté de mon cadran, fait que quand je me lève le matin, je ne suis pas capable de reconnaître l'objet, mais j'ai mémorisé avec ma mémoire que l'objet à côté de mon radio s'appelle clé, puis ça fait partie de mon auto. Puis ma blonde me dit, « T'as-tu tes clés? » Oui, ils sont ici, puis je les prends.
c'est vrai que mon visuel associatif ne me permet pas de reconnaître, mais j'ai tellement compensé avec les autres aires. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué dans la vraie vie. Ça veut dire que moi, si mon visuel associatif ne fonctionne pas, il y a certains objets que je ne serais pas capable d'identifier, que j'étais capable peut-être auparavant. C'est possible, mais je peux compenser avec les autres. Donc, c'est jamais aussi clair. Mais dans mes examens, on prend pour acquis que tout est clair et qu'il y a juste ce système-là qui fonctionne, qu'il n'y a pas de compensation, parce qu'évidemment, la compensation va être hautement variable d'une personne à l'autre. Il y a des gens très astucieux qui vont être très forts avec les autres aires pour compenser, d'autres moins. Donc, l'impact médical, la conséquence médicale va être hautement variable selon la capacité de la personne à s'adapter avec les autres aires. Ceci étant dit, on ne rentre pas là-dedans. Hein. Ça, c'est sur la parenthèse, même si c'est la vraie vie. Donc, moi, je m'attendrais à l'examen que tu me dis, ben, dans ce cas-ci, il voit les couleurs, les formes, mais n'est pas capable d'identifier l'objet avec précision. L'autre exemple intéressant, c'est le somesthésique. Le somesthésique primaire, toucher, douleur, température, versus le somesthésique associatif. Mettons qu'on y va avec le sens du toucher. Encore une fois, si je vous dis le somesthésique primaire, en fait, je vais vous dire quelque chose. Le primaire et l'associatif, les deux ne marchent pas. J'ai des objets dans une poche, puis là, j'ai ma pièce de monnaie, mes clés, puis un clou. Puis là, je me dis, je les touche. Les deux ne fonctionnent pas. Non seulement je ne suis pas capable de détecter la première sensation, pointu, lisse et tout, je ne suis pas capable. Je ne suis même pas capable de dire si c'est un clou ou des clés. Mais mon aire visuelle fonctionne, mes deux aires visuelles fonctionnent. Donc, techniquement, par le toucher, je ne suis pas capable de reconnaître les objets. Mais si je prends mes clés et je les sors et je les regarde, comme mes deux aires visuelles fonctionnent, ah oui, c'est mes clés, je les reconnais. Mais par le sens du toucher, ne fonctionnerait pas. Je ne serais pas capable d'identifier. Et si, exemple, le somesthésique associatif ne fonctionne pas, mais le primaire fonctionne, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la même chose, sauf que là, je sentirais les sensations. Je pourrais dire, j'ai un objet qui est dur dans ma poche, lisse, qui pique. Je ne suis pas capable de te dire c'est quoi. Parce que le somesthésique associatif ne permet pas de terminer l'interprétation. OK? Donc ça, c'est une chose. Si, à l'inverse, le somesthésique primaire ne fonctionne pas, je ne suis pas capable de sentir les sensations, mais en plus, le somesthésique associatif, même si ici ne fonctionnait pas, puis ici fonctionne, ça ne change rien parce que le primaire n'est pas capable d'envoyer des influx à l'autre. Donc, même s'il est fonctionnel, en théorie, il ne recevra jamais l'information que j'arrive au même effet. Pas capable d'identifier, pas capable de sentir les premières interprétations associées au toucher. Et comme je le disais, ben, avec mes yeux, par contre, si mes aires visuelles fonctionnent, là, je pourrais identifier. Donc, c'est à peu près, c'est toujours un peu la même logique. On pourrait l'appliquer auditif primaire, associatif, toujours la même chose. Tantôt, le verniquet, j'en ai parlé. Hein, évidemment, s'il ne fonctionne pas, c'est très difficile. On n'est plus capable de décoder le langage, de traduire ça en pensée. Donc, ça devient très, très complexe pour ces personnes-là. Tout dépend toujours de si c'est vernicot complet ou 5% qui ne fonctionne pas. Mais évidemment, ça amène des grandes difficultés de communication avec l'environnement, avec notre environnement, les gens, tout ça. Parce qu'évidemment, si je décode mal ce qu'on me dit, ben, ma réaction ne sera pas évidente. Donc, il va falloir compenser. Et souvent, les difficultés d'apprentissage sont là. Si on ne décode pas le langage, comment on peut apprendre, évidemment? Je peux t'apprendre toutes les notions de bio de la vie, mais si ce que je te dis, tu ne peux pas le décoder, ben, ça devient plus difficile. Et la question aussi, intégrative commune, imaginez-vous qu'elle ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça ferait? Hein, on se souvient, c'est la gare centrale où on converge, ça. Là, souvent, on dit, ben, on est incapable de prendre une décision et tout. Ouais, mais je dirais bien plus loin que ça. Là, on parlerait vraiment, on est vraiment dans la dysfonction intellectuelle. On n'est pas capable d'appréhender ce qui se passe autour de nous. On n'a pas de conception, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. On est vraiment dans la déficience intellectuelle sévère ici. Okay? Donc, évidemment, c'est pas souhaitable d'avoir des lésions dans cette région-là. On n'en veut nulle part, mais ici, ça sera encore plus dramatique, possiblement, que les autres aires. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Donc, si ça, c'est relativement clair, ben, c'est pas tellement plus compliqué. Et je termine avec le cortex préfrontal, pour terminer les aires associatives. Ben, le préfrontal est très complexe. Hein? Cette région-là, cette aire associative, je l'ai dit un peu plus tôt, cognition. Donc, quand vous voyez ce terme-là, les capacités cognitives, c'est tout simplement toutes ces capacités à analyser,
réfléchir, mathématiques, logique, donc tous ces complexes, ces processus complexes, intellectuels complexes, donc préfrontal très très important, l'intellect ça va ensemble, mais aussi la personnalité. J'ai dit tantôt, on sait maintenant que votre personnalité est teintée par le préfrontal. Pas tous les aspects de votre personnalité, mais si vous avez un problème, un choc dans votre vie, un problème X, majeur ou mineur, la façon que vous allez appréhender la solution. Si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup avec le cortex préfrontal, vous allez avoir des solutions cartésiennes, logiques, maîtrise émotionnelle, qui va vous amener une réponse. Si vous travaillez moins avec le préfrontal, vous allez peut-être trouver des solutions plus créatives, plus originales, et vous allez y arriver d'une autre manière. Peut-être que vous allez être plus émotif dans vos réactions aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on teinte la personnalité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent dans ce que je vous enseigne et tout, pour dire, ben, telle fonction est associée à telle région, puis c'est ça qui est ça. Je vais vous donner un bon exemple, c'est justement le cortex préfrontal. Depuis très longtemps, on sait que c'est cognitif, intelligent et tout. La personnalité, on a découvert ça plus tard. Enfin, on s'est rendu compte que il y a déjà l'histoire de Gage, là, que vous avez peut-être connu, il en parle dans tous les livres, en psycho, il en parle, en bio, il en parle. Vite, pour votre culture. Là, je paraphrase, je me souviens vaguement de l'histoire, mais cet homme qui travaillait sur les chemins de fer il y a très longtemps, donc c'était à l'époque où on travaillait sur le développement des voies ferrées, donc il y a très très longtemps, mais en dynamitant, il y a une barre de fer qui lui traverse le crâne, et va traverser vraiment le lobe frontal. Donc non seulement la tige perce l'os frontal, mais on a des lésions au lobe frontal. Cet homme était connu au niveau de ses proches comme un homme affable, gentil, qui s'occupait de ses prochains, distinction entre le bien et le mal et tout. Et ce qu'on s'est rendu compte, ça a été le premier indice recensé dans le domaine médical où finalement le cortex préfrontal, c'est pas simplement au niveau de la cognition, de l'intellect, de la personnalité. Bien sûr qu'il avait perdu des capacités intellectuelles, là, des tâches complexes, c'était plus difficile pour lui, mais plus personne ne le reconnaissait. Agressif, grossier, tous les gens, sa femme, les gens, ses amis et tout, ne le reconnaissaient pas. Donc, comportement complètement différent. Et ça a été les premiers indices. Et aujourd'hui, on voit souvent ça, j'en ai parlé tantôt, un peu avec la dégénérescence sénile, avec un certain âge et tout, mais même une personne qui a 20 ans peut subir ça, suite à des lésions au niveau du préfrontal. L'exemple classique, une tumeur, cancer du cerveau, la tumeur dans le cortex préfrontal. Et souvent, ce qui est traité avec le cancer au cerveau, on ne le sait pas qu'il y a une tumeur, on ne la voit pas. Donc, la personne perd la mémoire, perd la capacité visuelle, change de comportement, pense à un problème psychologique et on ne pense jamais à un dysfonctionnement nécessairement au niveau, exemple, du cancer ou des choses comme ça. C'est pas la première idée qui nous vient en tête parce qu'on pense à d'autres causes avant d'y arriver. Et là, on fait une analyse puis on se rend compte qu'il y a une grosse tumeur, grosse comme un pamplemousse dans le cortex préfrontal. J'ai déjà vu une madame qui avait ça, là, quand je travaillais à Notre-Dame, puis écoute, c'est gros un pamplemousse. Avant que ça devienne un pamplemousse, elle, ça faisait des années là, que cette dame-là avait une modification du comportement et tout. On a fini par s'en rendre compte, mais l'idée, c'est que cette personne-là, au point de vue de l'humeur, l'association bien-mal, personnalité drastique, on se disait, ouais, mais là, elle vieillit mal, là, mais ça n'avait rien à voir finalement. C'est le préfrontal qui ne fonctionnait pas. OK, donc, toujours la même chose pour soins infirmiers, c'est pas juste de savoir les définitions, c'est justement d'être capable de reconnaître cette importance-là sur le plan des différentes maladies, entre guillemets.